production Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Aujourd'hui, pour cette nouvelle écoutation, je suis très émue de retrouver Nathalie Grandhomme. Actrice, comédienne, tu es psychothérapeute intégrative, spécialisée en relations de couple et en sexothérapie. Artiste et spirituelle, mère et tellement femme, tu animes également des stages de tantra. Quand on entend tantra, la boîte à images et le petit hamster tournent à plein régime. Nos images d'Épinal, en tout cas les miennes, partent en vrille dans le sulfureux. Alors que le tantra est un chemin de connexion physique, énergétique et spirituelle. J'ai eu la chance de faire cet été mon premier stage de tantra avec toi, Dominique Bouilly et Alain Héril au Hameau de l'Étoile. Si ma tête avait compris que je ne me rendais pas dans un lupanar, c'est tout mon être dedans, dehors, qui a été bouleversé par la puissance de cette pratique, expérience, discipline, où le toucher devient sacré. Comment présentes-tu le tantra, toi ? Vaste question. Moi, je le présente comme une voie de transformation spirituelle, mais qui, à la différence des autres voies spirituelles, où on demande d'oublier le corps, de se couper du corps pour atteindre ce qui est plus grand que nous. Là, au contraire, le tantra dit le corps fait partie intégrante du développement personnel, de l'être, et il n'y a rien à rejeter. Au contraire, tout est là. Et surtout, la sexualité fait partie intégrante et aide dans cette voie de transformation. Donc c'est complètement nouveau que justement on va plonger dans le corps, on va honorer ce corps pour être entier et même pour grandir et se connecter à plus grand que soi, au divin, à l'univers. Après on l'appelle comme on veut. C'est justement pas une religion. C'est vraiment une voie spirituelle. Pourquoi pour toi c'est très important, quasi vital, aujourd'hui de mettre du beau dans nos relations intimes ? Parce qu'on vit dans une société très consumériste, très dans l'utilitaire, dans la performance, où le beau n'a plus beaucoup de place, sauf s'il est monnayable. Et voilà, c'est important d'aller chercher la beauté là où elle est, et elle est partout. Si on veut bien chausser les bonnes lunettes, elle est partout. 7 chakras, 7 niveaux de relation. Comment les exercices de méditation que tu pratiques permettent de les ressentir, ces 7 chakras, de faire des liens? Et qu'est-ce que ça peut apporter à nos cœurs ? Tu nous racontes un peu plus ? Alors, les 7 chakras, je sais que ça peut desservir aussi le tantra, tout ce vocabulaire un peu New Age, un peu oriental. Mais les orientaux ont beaucoup à nous apprendre. Ça fait des millénaires qu'eux, ils sont en train d'explorer et qu'ils connaissent toutes ces notions d'énergie. Que nous, on vient juste de découvrir grâce à la physique des atomes. On sait aujourd'hui que cette matière-là, on a l'impression qu'on est juste de la densité de la matière et qu'en fait, chaque atome est vide. Et finalement, dans ce vide, c'est l'énergie qui circule. Donc, nous sommes à 95% de l'énergie. Et les orientaux le savent depuis toujours.
Moi, je me souviens de quand j'étais étudiante, j'avais une amie qui était en médecine, elle voulait faire une thèse sur l'acupuncture et elle a mis des années à trouver un maître de thèse qui voulait bien la soutenir parce que à l'époque, je te parle de ça, je suis pas toute jeune, c'est dans les années 80, et l'acupuncture c'était un peu une secte ou c'était suspect. Et aujourd'hui, on a prouvé l'existence des méridiens. On a pu les visualiser. Donc voilà, on est vraiment en train de se rapprocher des sagesses orientales. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques, en fait, qui font le lien entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Et donc, il y en a 7 principaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a plein dans les mains, dans la plante des pieds. Mais les 7 principaux nous donnent vraiment une grille de lecture du corps, mais aussi du psychologique, du spirituel, de l'énergétique, et nous relient avec ces mondes sensibles et invisibles. Tu peux nous les décrire, les 7 niveaux de relation ? Oui. Alors, je vais décrire en partant du bas. C'est ce qu'on fait un peu en tantra, même si nous, aujourd'hui, on est en train de vouloir plutôt réhabiliter le cœur et partir du cœur, mais je vais partir du bas. Donc, le premier, c'est le chakra racine, c'est celui qui est tourné vers la terre, qui nous relie à nos ancêtres aussi, à nos lignées, et notamment la lignée des femmes, la lignée des mères, et à la terre, à notre histoire. C'est de là d'où on vient, et c'est là où on s'enracine. C'est aussi donc la sexualité, c'est le périnée et le bas du corps et les jambes. Et c'est aussi, d'ailleurs, les Chinois appellent le périnée le muscle des ancêtres. Donc c'est vraiment d'où on vient, notre histoire, nos lignées. C'est tout ce qu'on a aussi à aller voir pour se comprendre mieux. Et c'est notre enracinement à la terre mère qui nous porte, qui nous nourrit. Voilà, c'est la sexualité de reproduction. C'est l'instinct, c'est l'animalité. C'est ce qui a été un peu oublié, notamment pour les femmes. On nous a un peu coupé de ça. Et c'est ce qu'on a besoin de retrouver parce que c'est là, c'est notre chaudron, en fait. C'est là qu'on construit. C'est comme si on avait une maison et que le premier chakra, ça serait la chaudière à la cave. Et s'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas de feu à cet endroit-là, le reste de la maison n'est pas chauffé. Donc c'est vraiment l'énergie vitale, l'énergie de vie, le premier chakra. Le deuxième, c'est plus la sensualité, la créativité. Ça correspond chez la femme à l'utérus. C'est là où on crée la vie, mais aussi notre projet de vie et toute la créativité, voilà, tout ce qui mature un peu à l'intérieur et qui va ressortir. C'est la sensualité. C'est vraiment les sens, les 5 sens. Donc c'est une sexualité qui est plus, qui est moins animale, qui est moins dans l'instinct de procréation ou de survie, mais qui est plus voilà, dans une recherche déjà du deux, de la relation à l'autre et de la sensualité. Le troisième chakra, c'est plus ma place dans le monde. C'est ce que je veux, c'est ma volonté, c'est ma liberté, c'est dire oui, dire non, choisir, ma détermination, comment je rayonne ce que je suis dans le monde. Alors, quand il est un peu distordu, et c'est un peu un endroit où on est là dans le monde aujourd'hui, c'est les jeux de pouvoir aussi. Quand on n'est pas au clair à ce niveau-là, au lieu de juste rayonner ma puissance et qui je suis, je vais chercher à dominer. Je vais vouloir écraser parce que finalement, je suis pas dans ma vraie puissance. Ensuite, on arrive au cœur. Alors là, le cœur, pour moi, c'est le centre de tout. D'ailleurs, il y a 3 chakras très physiques et puis 3 chakras plus spirituels. Et le cœur, c'est le centre de cette croix. Et là, on est dans l'amour. D'abord, comment je m'aime. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est retrouver l'amour de soi avant de prétendre aimer l'autre. Parce que tant qu'on s'aime pas complètement, on est un peu comme un mendiant et on va aller chercher chez l'autre ce qu'on croit ne pas avoir.
Donc l'idée, c'est vraiment ouvrir son cœur. C'est aussi aller voir ses blessures. C'est comment, depuis cet espace du cœur, je peux aller voir là tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qui n'a pas été guéri, tout ce qui est blessé, avec cet amour. Et puis après, c'est évidemment comment je donne aussi à l'autre. Et c'est surtout recevoir. En fait, le cœur, c'est d'abord se nourrir, recevoir. Et puis après, ça déborde tout seul, en fait. Ensuite, on a le 5e chakra, c'est la gorge, c'est la communication, comment je m'écoute, comment j'écoute l'autre et comment je communique. Et c'est aussi l'expression de cette créativité du 2e chakra. C'est tout ce qui est le beau, l'artistique, l'écriture, la danse, la peinture. Voilà, comment j'exprime toute cette richesse intérieure. Ensuite, on arrive ici, c'est l'intuition, le 3e œil. Donc là, c'est plus comment je vois au-delà de l'illusion. Comment je vois de façon très subtile au-delà de ce que veut bien me faire croire la réalité, et comment je me connecte à l'intuition qui est un peu à l'intérieur, mais qui est aussi comment je capte. Et puis, le dernier chakra, qui est lui connecté au ciel, c'est ma connexion à l'univers, au grand tout. Le verbe de ça, c'est j'accepte. J'accepte de me laisser traverser par la vie, et j'accepte peut-être d'être petit par rapport à quelque chose de plus grand que moi, et en même temps, ce plus grand que moi est aussi à l'intérieur de moi. Voilà, comment je vois les différents centres énergétiques. C'est une grille de lecture, et c'est aussi, on peut les ressentir physiquement. Donc le tantra aide à ça, c'est-à-dire que pour chaque centre énergétique, il y a des exercices qui sont très concrets, très physiques, il y a des visualisations, il y a des exercices avec soi-même, avec l'autre, pour aller vraiment ressentir là où on en est. Daya, pourquoi ce nom, Daya ? Alors, j'ai mis longtemps à oser le dire. En fait, ma découverte du tantra, qui a été un bouleversement pour moi, vraiment, dans ma vie, ça a été à la fois revenir à la maison et puis, découvrir qu'il y avait tellement de choses que j'ignorais et que j'avais envie de goûter, de comprendre. Donc, je suis partie en Inde pour un peu suivre ce maître que j'avais découvert au Osho, qui était mort, mais qui avait toujours un centre que ses disciples, on va dire, continuaient à faire vivre. Et je suis allée faire une méditation qui a duré 3 semaines, qui s'appelle la Mystic Rose, et qui est vraiment une méditation qui a changé mon ADN. C'est une méditation où la première semaine, on rit, parce que c'est l'émotion qui est peut-être la moins réprimée dans notre société. Donc on rit 3 heures par jour, sans raison. En groupe, ça paraît complètement fou, mais c'est tellement transformateur et riche. Et puis on essaye de garder cette émotion pendant toute la semaine. La 2e semaine, on pleure. Donc là, on va chercher tout ce qui a été, tous les chagrins qui n'ont pas été pleurés. C'est ça d'ailleurs qui encombre le cœur et qui empêche de l'ouvrir complètement. Et on va aussi explorer un peu la colère, mais on s'autorise à pleurer pendant 3 heures par jour. Et la dernière semaine, on est un peu en vipassana, 3 heures par jour, à juste être le témoin de ce qui se passe à l'intérieur. C'est juste magique. Et à la suite de ça, je suis restée 1 mois et demi dans cet ashram. Et après, le maître, qui était aussi un médecin ayurvédique avec qui je travaillais, m'a donné ce nom de Jivan Daya. Et c'est vrai que j'aime bien quand j'anime du tantra l'utiliser, parce qu'il me reconnecte à tout ce que j'ai trouvé en Inde. J'y suis allée plusieurs fois après, j'ai travaillé avec des maîtres et ça me reconnaît à cette énergie de l'Inde qui est si belle et qui m'a tellement appris. Qu'est-ce qui signifie ce nom ? Il signifie compassion. Je pense que il n'est pas arrivé par hasard, c'est ce que j'avais le plus besoin de trouver en moi. C'est pas fini, c'est un long chemin, mais en tout cas, Osho disait la compassion, c'est l'amour plus la prière. Et
Et voilà, dans mon travail de thérapeute, c'est vraiment, j'essaye toujours d'aller voir l'enfant dans la personne, l'enfant intérieur, et voilà, la compassion permet vraiment d'aller ouvrir ses bras et comprendre et être là avec l'autre sans jugement, juste dans le cœur. Qu'est-ce qui, dans ton parcours de femme, t'a donné envie de t'atteler aux relations de couple ? Mais pardi. Mes difficultés de couple. Ça n'a pas été facile. Et là aussi, j'ai fait un gros travail sur l'ego. Moi, je pensais être celle qui avait tout compris à l'amour et qui savait expliquer à tout le monde ce que c'était qu'aimer. Waouh. Comment je suis redescendue de mon piédestal et les couples m'ont aidé vraiment à grandir, à voir tout ce qu'il y avait en moi qui était pas au clair, qui était pas guéri dans cette relation à mon féminin, à mon masculin. Et en fait, après avoir divorcé, j'ai eu à nouveau des histoires, et il y a eu une histoire où j'ai revu les schémas arriver, et je me suis dit, ah non, pas encore. Et évidemment, moi, ma tentation dans ce cas-là, c'était de partir, de dire, waouh, je m'en vais si c'est comme ça. Et puis là, non, j'ai dit non, tu vas aller voir. Et j'ai voulu prendre une semaine pour moi, et j'ai hésité entre du yoga, du reiki, du tantra, je savais même pas ce que c'était au même endroit. Et j'ai choisi le tantra, et Dieu merci, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de cheminer. Et donc après, tout naturellement, quand j'ai laissé ma première passion de comédienne pour devenir psychothérapeute et sexothérapeute, j'ai eu envie d'aller transmettre ce que j'avais compris, aider les couples. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venue à la relation de couple. Et est-ce que c'est possible de tenir en couple quand on est sexothérapeute et quand on est... Comment tu appelles ça? Instructrice de tantra, formatrice, comment tu te présentes? Alors, je me présente, j'aime bien le terme facilitatrice. Je me prétends pas enseignante. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Et puis, c'est infini. Mais facilitatrice, j'aime bien, ou accompagnatrice. Alors, le couple, alors c'est compliqué, hein. Déjà, quand dans un dîner, on commence à dire qu'on est psychothérapeute, il y a des gens qui se raidissent, ou il y en a d'autres qui viennent du coup vous raconter leur vie. Donc, j'ai vite compris qu'il valait mieux pas le dire. Et alors, si dans une relation avec un homme, on commence à dire qu'on est sexothérapeute, là, tout à coup, il y a quelque chose qui se fige aussi. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que certainement les gens projettent beaucoup de choses, fantasment beaucoup de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que en ce moment, je ne suis pas en couple parce que je suis vraiment dans un travail sur moi d'aller voir à l'intérieur et creuser encore cette capacité à tenir debout toute seule et à trouver ma complétude. Donc en ce moment, je fais un break. Donc il y a un petit moment que j'ai pas expérimenté ça. Et puis là, ça y est, je commençais à me dire, tiens, allez, ça serait bien de recommencer à aller voir. Justement, je pense que le couple est un miroir et on peut évoluer, grandir, guérir seul. Et puis à un moment, aller en couple, c'est une manière d'aller voir où on en est vraiment, parce que l'autre ne vous loupe pas. Le miroir est très très proche. C'est ça. La boule à facettes est très proche de soi. Voilà. Et tout à coup, on peut plus se mentir, quoi. Donc, je me dis, allez, c'est le moment. Et puis, le Covid est arrivé. Et puis, non, finalement, j'ai compris que c'était encore un temps pour continuer à l'intérieur. Donc, on va voir, là, maintenant que ça se réouvre, si... Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que aussi... y a une exigence pour soi, pour l'autre. Mais j'ai hâte là d'aller... Et puis d'arriver à poser la limite de être en couple, être l'amoureuse ou l'amoureux, c'est pas être le thérapeute de l'autre. Donc c'est... Ah mais alors justement, ça, le fait de devenir thérapeute, c'est-à-dire de laisser enfin la place à cette passion que j'avais toujours eue en fait, mais que j'ai pas osé...
peut-être vivre dès le début. C'est pour ça que j'ai pris d'autres chemins dans ma vie professionnelle. Mais le fait de devenir thérapeute, et notamment en sexothérapie et en thérapie de couple, ça m'a permis d'arrêter de vouloir soigner mes compagnons. Et ça a été un gros soulagement. C'est-à-dire que tout à coup, j'essayais plus d'être la thérapeute de l'autre. Je pouvais le faire dans mon cabinet et j'étais beaucoup plus tranquille dans l'intime. Tu t'es formée à différents courants, cultures, pratiques que tu tricotes. Tu nous racontes pourquoi c'est justement intéressant de tricoter plusieurs matières en tant que thérapeute? Ah ben moi, c'est ma philosophie déjà à l'adolescence. Je voulais pas faire partie d'un groupe où voilà, j'ai toujours été un peu électron libre et c'est pareil. Donc je me suis formée à Indigo Formation, l'école d'Alain Héril. Je sais qu'il a été reçu ici il y a pas longtemps. Mais je suis allée continuer à chercher en tantra à l'étranger notamment. J'aime bien aller vraiment chercher plusieurs courants et puis faire ma sauce à moi. Donc déjà l'école d'Alain qui était intégrative, ça me plaisait beaucoup parce que on allait vraiment toucher un peu à tout. Et voilà, je me méfie vraiment des chapelles, des écoles, des choses comme ça très dogmatiques où donc il faudrait pas sortir et puis du coup on critique les autres. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a des richesses partout et moi j'ai vraiment cette soif d'aller comme ça découvrir et ne pas me revendiquer d'une école. Dans le confin de ton cabinet ou dans les stages de tantra, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce qui te surprend et te touche? Ce que j'ai découvert surtout grâce au tantra, c'est que plonger un être humain dans un bain de bienveillance, de non-jugement et d'amour, et vous allez le voir se transformer, aller oser toucher sa vulnérabilité, se rencontrer, et ça c'est magnifique. Ouais, ça c'est vraiment... Il y a des gens qui arrivent mais avec des cuirasses énormes, avec des jugements sur eux, principalement, et aussi donc sur les autres, évidemment, parce que c'est comme ça que ça marche. Et tout à coup, de voir ces cuirasses se fissurer, et notamment pour les hommes, les hommes à qui on a tellement imposé de pas écouter leurs émotions, de pas être vulnérable parce que c'était être faible, d'aller toujours chercher la force, la performance, et de voir ces hommes tout à coup... ouvrir cet espace-là et oser se rencontrer, oser être vulnérable, oser lâcher comme ça ces cuirasses, et les femmes aussi, c'est juste magnifique, et ça a vraiment contribué à me valider dans ma croyance que l'homme est foncièrement dans l'amour, en fait. Que nous ne sommes qu'amour et que c'est juste nos histoires, celles qu'on porte, celles avec lesquelles on arrive, celles qu'on reçoit, nos histoires de vie, nos épreuves, tout ça qui nous en éloignent ou qui sont des chemins pour aller creuser encore plus, mais on est ça foncièrement. Alors, on est ça, et en même temps, quel regard tu portes sur le couple ou les couples en 2021 dans nos sociétés? Parce que tu vas vers différents courants, tu as une expérience de différentes cultures. Voilà, quel regard tu as sur la société occidentale, les couples en France en 2021? Alors, ça dépend un peu des générations, on va dire. Ils sont un peu perdus. Et en même temps, je trouve qu'il y a de plus en plus d'outils à notre disposition pour justement comprendre. Je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment essayé ce couple d'où je venais. Mes parents sont encore ensemble, le mariage c'est sacré, divorcer ça se fait pas. Donc j'ai vraiment essayé d'expérimenter ça. Ça n'a pas été un franc succès. Je pense que pour moi, signer quelque chose au bas d'un papier officiellement, c'est pas bon du tout. Donc j'arrête ça. Mais je crois qu'il y a une liberté à trouver au sein du couple, et en même temps ça passe pas forcément par tout ce qu'on voit, la polyamour, etc., mais vraiment une liberté intérieure à se donner
d'être libre, aimer et être libre. Voilà, et rester libre, c'est le défi du couple aujourd'hui. J'ai trouvé remarquable votre façon à tous les trois, Dominique, Alain et toi, de tenir le cadre d'un stage de tantra. Nous étions plus de 35 participants, donc un groupe assez dodu, pendant une petite semaine. Et voilà, remarquable sur le cadre parce qu'on touche à de la matière sensible, on touche à des traumatismes, on touche au corps, on touche à un élan spirituel, à des connexions intuitives. Comment est-ce que vous travaillez tous les trois pour nous offrir ce cadre-là, qui est à la fois contenant, bienveillant, mais on sent qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'introspection chacun, voilà, pour réussir cette orfèvrerie d'équilibriste. Merci. Alors déjà, je pense que le fait qu'on soit tous les trois thérapeutes, ça fait qu'on a beaucoup de respect pour les blessures, les traumas. On est très en conscience avec le fait que, je dirais, quasiment tout le monde est traumatisé. Que l'éducation qu'on a reçue, la sexualité avec les répressions et donc du coup les violences sexuelles, celles qu'on vit, celles qu'on porte de nos mères, de nos lignées, on est forcément traumatisé. Donc on a une grande conscience de ça et donc on propose un cadre qui va éviter au maximum de retraumatiser, de faire revivre un trauma et qui va au contraire mettre de la sécurité au maximum, pour pouvoir justement se détendre, laisser remonter des mémoires si elles sont là, ou des traumas qui appellent à être guéris. Et si c'est pas l'espace, parce que c'est pas non plus de la thérapie pure, au moins permettre d'aller goûter sa sensualité, se détendre dans le rapport à son propre corps, dans le rapport au corps de l'autre, pour justement recevoir un autre scénario, explorer un autre scénario que l'autre est dangereux, l'autre va me faire mal, ou l'autre veut quelque chose de moi. Voilà, on essaie vraiment de mettre la sécurité, on est d'accord là-dessus, tous les trois, on est très vigilants sur ça, que c'est un cadre contenant et sécure qui va permettre la liberté, justement. Donc, et c'est fluide entre nous, on est vraiment d'accord là-dessus. D'ailleurs, moi, j'adore travailler avec ces deux hommes qui sont merveilleux, qui ont vraiment réglé beaucoup de problèmes d'ego, justement, par rapport au féminin. C'est tellement joyeux et doux de travailler avec ces hommes-là qui... Ouais, c'est un bonheur. Je te trouve magnifique de beauté, ancrée, sensuelle, sauvage et spirituelle. Comment tu t'en sors avec le contre-transfert ? Alors, pour tout te dire, ça n'a pas toujours été ça. Moi, je viens d'une famille où il a fallu le conquérir de haute lutte, ce féminin. Pour faire court, on attendait des garçons. On a été deux filles, moi j'ai été élevée comme un garçon, j'avais les cheveux très courts, on me poussait à faire du judo, du tennis, des sports un peu de compétition, et voilà, c'était pas du tout mon truc, moi je voulais juste faire de la danse. et donc, ouais, ça a été une conquête. Et du coup, une quête aussi, parce que j'avais pas trop de schémas imposés, et quelque part, j'ai aussi pu aller chercher un peu mon féminin, toutes les facettes, ce que m'a permis aussi le métier de comédienne. Ça m'a vraiment permis de jouer des rôles et du coup, ça a été très thérapeutique pour moi d'aller explorer des émotions qui avaient été interdites, mais aussi ces facettes du féminin. Rappelle-moi ta question, je l'ai perdue. Comment tu gères comment tu t'en sors avec le contre-transfert alors que t'es grave canon? Ah, tu veux dire par rapport aux hommes? Mais même par rapport aux femmes, t'es un support de projection et de beauté en mouvement. Et aussi tout ce que tu dégages de sensualité. Alors, avec les femmes, je suis facilement dans un contre-transfert. Enfin, elles transfèrent la mère et moi, je transfère plus facilement les sœurs.
Je suis beaucoup dans la sororité avec les femmes. Je me retrouve en elles. Je vois, je suis passée par tellement de choses aussi donc je peux accueillir ça. Donc c'est beaucoup sur la sœur. Et avec les hommes, quand il y a du désir qui est exprimé dans le transfert, je l'accueille et surtout ça me permet aussi d'aller travailler sur ok, ton désir est là et il est ok, mais on va pas en faire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est très apprenant pour les hommes parce que souvent c'est collé les deux. C'est-à-dire que s'ils désirent, il faut qu'ils passent à l'acte. Et ça permet de laisser cet espace où, ok, t'as du désir, on va en parler et c'est ok, t'es pas mauvais avec ton désir et je peux le recevoir, mais je ne suis pas une option. Et donc, on va pouvoir élaborer dessus et ça leur donne cet espace où « Ah, mais je peux être désirant sans forcément en faire quelque chose. » Qu'est-ce que cela permet de se retrouver entre femmes et entre hommes? Pourquoi est-ce nécessaire? C'est vital. C'est vital, je pense qu'on a... Je ne sais pas si on les a jamais eus, ces espaces, mais par exemple, j'ai une image, parce que j'ai connu ça, mon arrière-grand-mère me racontait ça, de ces femmes qui allaient au lavoir, par exemple. Alors, c'était pas forcément une tâche agréable, on imagine, en plein hiver, mais en tout cas, c'était aussi un endroit où elles se racontaient, dans l'intime, où ça pouvait être joyeux, ça pouvait pleurer. Voilà, il y avait ces espaces-là, je pense qu'on les a perdus avec nos familles un peu nucléaires, là. Et donc, c'est vital d'aller retrouver la sororité et la fraternité. Et aussi pour les hommes, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les groupes d'hommes ou les tentes blanches, où les hommes vont être ensemble, mais pas pour aller faire la guerre, pas pour aller travailler sur ce masculin-là qui doit supporter, qui doit pas ressentir et qui doit conquérir, mais dans un masculin qui se raconte, qui se parle, qui ose se toucher. Donc c'est vital d'aller retrouver ces rapports-là de fraternité, sororité, de se dire ce qui a été compliqué, ce qui est difficile, ça déculpabilise de voir « Ah, mais je suis pas toute seule à avoir vécu ça » et de pouvoir se soutenir, trouver une entraide, une solidarité, c'est très important. Mais ça doit pas être que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi besoin de se réunir. Et c'est ce que j'aime dans le tantra mixte, c'est qu'à des moments, on va permettre aux femmes et aux hommes de vraiment se comprendre dans l'intime. Et l'intime, c'est pas forcément être nu et être dans la sexualité, c'est aussi de se dire authentiquement et de se montrer dans l'émotionnel. Comment redonner au coquelitou la place qu'il devrait avoir? Apprendre à mieux le connaître. Alors là, tu touches un endroit qui a été vraiment mon cheval de bataille. Moi, quand j'ai découvert les travaux là d'Odile Buisson, je pense que j'ai été dans les premières à lui écrire, à lui dire mais je veux absolument faire et elle m'a envoyé le lien là qui permettait d'aller imprimer en 3D un clitoris et là j'ai commencé dans mon cabinet à montrer ça aux femmes et quand j'ai vu comme c'était une révélation pour elles de comprendre qu'elles avaient ça à l'intérieur d'elles, qu'elles étaient porteuses, que c'est pas juste ce petit poids qu'on dessine au mieux qui est dessiné, mais le plus souvent qui était oublié, ce petit poids, ce petit bouton là, on a beaucoup brodé dans la littérature ou sur le petit bouton, et qu'il y avait tout ça en dessous qui était vibrant, vivant, tellement puissant, qui était érectile, qui finalement c'était d'ailleurs au niveau embryologique c'est la même chose que le pénis et c'est comme un pénis, ça a quasiment la même taille et quand j'ai compris comme ça les remettait dans leur puissance et dans quelque chose de joyeux, ça a été vraiment mon outil je l'avais dans mon sac, d'ailleurs j'en ai toujours un dans mon sac, j'en ai en porte-clés, j'en ai partout parce que oui, on excise les femmes malheureusement encore un peu partout sur la planète. Mais les occidentales, elles ont été excisées au 19e siècle, certaines, mais on a été excisées mentalement. Et c'est tout aussi grave
de pas savoir comment on est fait, de croire qu'on n'a rien et que c'est les hommes qui ont tout et que nous, on est en creux et qu'on est là juste pour être rempli. Et tout à coup, on a cet organe qui est tellement joyeux, puissant, qui réagit, qui vit, qui vibre, Alors, moi, j'aime bien l'étymologie du clitoris, dire la clé. Plutôt que la colline. Je sais qu'il y a, au niveau de l'étymologie grecque, il y a les deux, mais pour moi, c'est la clé. C'est la clé du plaisir féminin, mais c'est aussi la clé qui ouvre la porte du vase sacré, de l'espace sacré, du temple. Parce qu'en tantra, on appelle ça la yoni, c'est vraiment le vase sacré, la grotte sacrée, et on dit en tantra que le corps humain est un temple, qu'il est sacré en entier. Et le clitoris, c'est vraiment ce qui permet d'ouvrir cette porte pour pouvoir. C'est un peu comme si, ok, on joue à l'extérieur, on se rencontre à l'extérieur. Il est content. Il est content, ouais. Et c'est vraiment, ok, je vais voir comment tu t'occupes de moi, je vais voir, et puis on va jouer, on va se donner du plaisir comme ça. Et si c'est ok, si j'ai confiance, si ça se passe bien, ouais, je vais peut-être avoir un appel pour que ça s'ouvre et t'inviter à l'intérieur. Et où là, on peut aller explorer d'autres formes d'orgasme et d'autres sensations. Et voilà, donc c'est la clé de la porte. Qu'a-t-il de physique et de spirituel ? Tu as commencé à nous dire, c'est la clé de la porte, accès. En quoi il nous embarque ? Il va bien plus loin que ce qu'il permet physiquement d'ouvrir de notre temple sacré. Alors, il va plus loin aussi parce que ça, j'ai oublié. Et ça, alors moi, je reçois tellement de femmes qui arrivent en me disant j'ai un problème, j'ai pas d'orgasme. Et en fait, elles cherchent ce fameux orgasme vaginal qui est montré comme la seule voie possible de la sexualité, que ce soit dans la plupart des films ou dans la pornographie. Arnaque totale. Mais pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, parce que ça met une pression énorme sur les hommes qui se disent c'est mon pénis qui va faire jouir la femme, donc il faut qu'il soit puissant, érectile, que ça tienne longtemps. Mais au secours, pauvres hommes, moi j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que c'est une charge mentale et physique épouvantable. Donc il faut vraiment sortir de ça. Malheureusement, toute l'imagerie aujourd'hui nous y ramène. Et pourquoi je disais ça ? Oui, donc elle cherche ce fameux orgasme vaginal. Alors aussi, je dis pas merci à Freud, il a fait beaucoup de mal. Et les psychanalystes aujourd'hui qui continuent à dire que les femmes ont un orgasme infantile quand elles jouissent clitoridiennement et qu'il faut qu'elles recherchent cet orgasme mature du vagin. Donc, le clitoris permet aussi une jouissance quasiment infinie. C'est-à-dire que quand il y a eu un orgasme, il y a une période réfractaire qui est très courte. Et si après, on va le stimuler, peut-être plus forcément directement, mais sur les bulbes ou sur les piliers, qui sont donc le long là de la vulve et qui se rattachent jusqu'aux ischios, donc ça va loin. Si on va stimuler ici, mais on peut jouir pendant des heures. Donc ça, il faut le dire aussi aux femmes, qu'il y a cette possibilité-là. On les a tellement restreintes. Et je pense que quand on met de la conscience, quand on ouvre l'espace de la conscience, là, tout à coup, ça devient possible dans le corps. Il y a une autorisation. Alors après, je suis pas pour non plus aller vouloir imposer orgasme sur orgasme aux femmes et cette quête à tout prix de l'orgasme. Ça met aussi, on remet une contrainte là qui est grave, mais en tout cas, juste aller explorer les possibilités. Donc voilà, cet organe, il est aussi multi-orgasmique et après, il permet d'aller ouvrir cet espace où là, notamment, il permet, c'est ça que je voulais dire, au niveau du col de l'utérus, d'aller permettre cette détente et qu'on trouve aujourd'hui. Moi, je regrette aussi de pas accoucher maintenant parce que il y a tellement de belles choses qui se passent, notamment sur la naissance orgasmique. On voit
Vraiment, il y a des vidéos, allez regarder par curiosité naissance orgasmique, vous allez voir des femmes qui accouchent en orgasmant. On est loin du « tu accoucheras dans la douleur » qu'on nous a mis dans la tête. Et ce clitoris, si on le stimule, va permettre de produire l'ocytocine naturellement, qui est celle qui va permettre au col de s'ouvrir et de se relâcher, si on laisse le temps, si on n'est pas en train de vouloir que la femme accouche à toute vitesse parce qu'il y en a 5 autres qui attendent dans les salles à côté. Donc si on laisse le temps aux femmes et si on leur permet justement d'aller se caresser, se toucher, etc., on peut obtenir ça. Donc ça, c'est par rapport à l'accouchement, mais par rapport à la rencontre avec le sexe de l'homme, quand l'homme rentre en prenant son temps millimètre par millimètre et qu'il va se connecter au col de l'utérus, il peut y avoir cette ouverture où ça va être comme une aspiration. Et là, c'est ce qu'on appelle cet orgasme cosmique, en fait, où tout à coup l'énergie monte dans tout le corps et on touche, parce que l'utérus, c'est l'endroit sacré où une âme vient s'incarner dans un corps et qui va être le passage après pour la vie sur Terre. Donc, il y a quelque chose là de très grand qui s'ouvre. En quoi le tantra participe à nous éduquer au consentement ? Alors, il n'y a pas que le tantra, parce que la roue du consentement, elle a été créée par Betty Martins, là, cette américaine, et c'est vrai que nous, on l'utilise parce que c'est un outil magnifique dans nos stages. Mais le tantra, pour pouvoir monter au cœur, il faut savoir poser ses limites. Si on ne sait pas poser ses limites, et on ne nous apprend pas à poser nos limites, parce que tout petit, on est tellement dépendant quand on arrive qu'on est soumis à la volonté des parents, qui souvent sont eux-mêmes émotionnellement très immatures et qui du coup vont nous contraindre. Et donc on n'a pas appris à dire non, on n'ose pas dire non. Donc savoir dire non, c'est vital dès qu'il y a du toucher. C'est ce qui va permettre de se dire oui et de dire un véritable oui à l'autre. Parce que sinon, si on n'ose pas dire non et qu'on se laisse toucher alors que c'est pas juste, on transforme l'autre en bourreau et on se place à nouveau soi-même en victime. Donc c'est vraiment important, ces exercices-là, on les fait en début de stage. Moi, je suis passée par là, moi je savais pas dire non, quoi. Et ça m'a pris des années. Et aujourd'hui, c'est la première chose que je vérifie quand j'entre en relation avec quelqu'un, même pour un petit exercice comme ça, c'est que c'est OK que je dise non. Des fois, je vais même jouer le non, juste pour vérifier que il se met pas en colère, ou il s'en va pas, ou voilà, que il est capable. Après, j'accepte qu'il soit pas capable, mais en tout cas, ça me donne une information. Et je vais vérifier que le non est possible, que je peux dire non à cette personne. Même pour des gestes infimes. Enfin, qui peuvent sembler... Oui. Parce qu'en stage, vous nous avez fait redécomposer pour des gestes vraiment qui peuvent apparaître d'une banalité quotidienne, mais c'est leur redonner beaucoup de sens. Oui. Ouais. Oui, parce que le toucher, c'est pas rien. Rentrer on sait qu'on a une espèce d'espace intime là qui peut être à peu près à 50 cm du corps, et quand on rentre là et avant même de toucher l'autre, il y a déjà un contact qui se produit, et le peau à peau, c'est vraiment important. Le tantra remet de la conscience dans tout ce qui pouvait être banalisé, rendu ordinaire, et justement le toucher, c'est précieux, c'est tellement de sensations, c'est un contact avec l'autre, je t'autorise à venir au contact avec moi et à me procurer des sensations. Donc, alors après, c'est vrai que quand on est dans une relation intime, on va pas sans arrêt à chaque fois qu'on se prend la main redemander, et encore, on peut faire des exercices là-dessus pour aller voir est-ce que c'est vraiment OK. Et quand on prend le temps de réfléchir et qu'on dit oui, j'ai envie que tu poses ta main à tel endroit de mon corps, quand ça va arriver, on le vit différemment, parce que il y a une véritable anticipation, et déjà dans ce temps-là qu'on se laisse de répondre et qu'on laisse à l'autre de le faire, il y a déjà tellement de sensations qui arrivent. Donc on peut redécouvrir la richesse et le côté précieux du toucher en se laissant ce temps-là. Est-ce que je peux poser ma main sur ta joue ?
Déjà de poser la question. Quel conseil tu donnerais aux femmes et aux hommes, et d'abord aux femmes, pour s'émanciper dans leur sexualité? Alors, qu'est-ce que t'entends par s'émanciper? Se sentir plus libre? Ou moins fléché? Ce serait quoi les trucs, même concrets, un exercice, il peut sembler simple, mais pour sortir des scénarios un peu fléchés, dont à la fois nos lignées d'éducation nous ont proposé ou pas proposé, mais également je pense à toutes les images dans lesquelles on élève nos enfants aujourd'hui, qui donnent à 99% du temps, tu as l'impression qu'un rapport sexuel réussi. Je crois que les stats sont assez hallucinantes chez les jeunes femmes de moins de 25 ans. Elles pensent majoritairement qu'un rapport sexuel réussi, c'est quand le mec a joui. Donc je pense à la fois au poids de l'éducation et au poids de l'image véhiculée sur les réseaux sociaux, les films porno. C'est vrai que ça, c'est lourd. Moi, je suis très inquiète pour les générations qui arrivent. Là, j'ai déjà dans mon cabinet des jeunes femmes. C'est plutôt des jeunes femmes, mais des jeunes hommes aussi, qui arrivent et qui ont été massacrés par le porno, quoi, qui ont des représentations et du coup qui ont vécu des expériences qui étaient modélisées sur le porno, qui est dramatique. La femme ne dit jamais non, elle a l'air d'aimer la violence, elle jouit en 30 secondes à la pénétration, voilà, et puis cet homme doit tenir son érection, et puis il faut passer par toutes les positions dans le minimum de temps. Donc oui, je suis très inquiète par ces petits garçons qui sont, notamment les petits garçons, mais les petites filles aussi, qui sont biberonnés au porno à partir de 10-11 ans, là, tout ce qui circule. Pour moi, la rééducation par rapport à ça, c'est de revenir à son corps. Pour les femmes, d'explorer leur corps, d'oser se toucher, d'oser connaître les chemins de leur plaisir pour pouvoir après guider l'autre, parce que souvent, il y a encore ce que j'appelle le syndrome de la belle au bois dormant, c'est-à-dire la femme est toute pure, toute endormie comme ça, et c'est le prince qui va venir lui, par un baiser, l'éveiller tout à coup. Et donc, les femmes ont pendant longtemps considéré qu'elles ne savaient rien et que c'était l'homme qui allait les initier au plaisir. Les pauvres hommes, ils y connaissaient rien non plus. Au mieux, ils ont rencontré une femme initiatrice qui les a un peu, mais sinon, voilà. Et chaque femme est différente en plus. Donc c'est vraiment aller se réconcilier avec son corps, l'image de son corps. Ça c'est encore très pesant pour les femmes. Connaître son sexe. Je vois des femmes qui ont été vues par plus de personnes qu'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont été vues par leur partenaire, par leur gynécologue, par leur médecin, mais elles-mêmes ne se sont jamais regardées. Donc cet exercice-là du miroir, d'aller se voir, déjà se connaître, et puis s'explorer. J'aime beaucoup le mot qu'a inventé Laura Pinson, qui est une sexologue, une amie et collègue, s'explorimenter. Donc partir vraiment comme une exploratrice, découvrir les trésors de son corps, les voies de son plaisir, avec douceur, avec lenteur. C'est la lenteur qui permet le ressenti, qui permet le plus de sensations. Donc se donner ce temps, et puis après le faire à deux. Et les hommes aussi, les hommes sont dans une sexualité pour la plupart très mécanique, ils ont appris à se masturber très rapidement parce qu'il fallait se cacher, etc. Donc du coup, ils sont dans quelque chose de très mécanique, un peu fort, un peu brutal, et du coup, ils ont insensibilisé leur sexe. Donc il y a besoin de retrouver cette sensibilité fine pour pouvoir prendre le temps, goûter et aller découvrir qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour ressentir. Et donc, lâcher cette course à l'intensité, à la performance, à l'orgasme à tout prix, et juste ouvrir l'espace. Ça, c'est vraiment un des mots du tantra, l'expansion.
l'expansion de la conscience, mais aussi l'expansion des sensations, l'expansion de l'être à l'intérieur. Et ça passe par la lenteur. La lenteur principalement. Avant de se dire à bientôt, Daya, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nous dedans. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Le plus possible. Et quand j'y suis pas, vraiment je m'y remets le plus possible. En quoi ton coquelicot est-il une force ? C'est ma force de vie, c'est ma liberté d'être dans une sexualité joyeuse et d'être tout court, d'être pleinement femme. C'est quoi ces super pouvoirs ? La joie. Et de me connecter à tout l'univers, en fait. Ouais. C'est comme un avion qui m'emmène, ou une fusée qui m'emmènerait là-haut dans les planètes et me connecter à tout ce qu'il y a autour de moi, me fondre dans le grand tout. Voilà, c'est ma fusée. Quels sont les mots qui t'ont touché dans ce temps de partage ? Déjà celui-là, partage. Ouais. Je suis très touchée par cette invitation à partager comme ça que tu offres. Sensualité, liberté. Et ta voix me touche beaucoup. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Là, je ressens le frémissement de la connexion, de la joie d'avoir partagé. Merci Daya. Merci à toi Caroline, merci infiniment. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beaux.